Je vais partager quelques moments avec vous. Je vous avais dit, mes amis, que je vais concevoir une autre émission, un jour, un chapitre. Aujourd'hui, je vais commencer par ce livre, Une terre promise, de Barack Obama, parce que Barack Obama, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Son parcours est un parcours vraiment atypique. Un métis et un président, et le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Parce que comme vous le savez, aux États-Unis d'Amérique, avec leurs lois, quand on est métis, on est considéré comme noir. Et aujourd'hui, je vais partager ces quelques minutes avec vous. Nous allons lire, parce que vous et nous, parce que c'est vraiment un moment de partage, vraiment intime. Nous allons lire quelques passages de ce livre magnifique, Une terre promise, de Barack Obama, édité chez Fayard. Voilà. Nous allons commencer par, évidemment, l'introduction. Et il a dédié ce livre à sa femme Michelle, mon amour et la femme de ma vie, et Malia et Sacha, dont la lumière radieuse rend le monde plus éblouissant. Nous allons commencer par préface, évidemment, comme chaque livre. J'ai commencé à écrire ce livre peu après la fin de ma présidence. Michel et moi étions montés à bord d'Air Force One pour la dernière fois et avions mis le cap à l'ouest pour prendre des vacances longtemps reportées. L'humeur dans l'avion était douce, amère. Nous étions l'un et l'autre épuisés, physiquement et mentalement, pas seulement par le labeur de 8 années écoulées, mais aussi par l'issue inattendue d'une élection qui avait vu quelqu'un de diamétralement opposé à tout ce que nous défendions choisi pour me succéder. Toutefois, ayant assuré notre part de la course jusqu'au bout, nous éprouvions une certaine satisfaction à savoir que nous avons fait de notre mieux et en dépit de tout ce que j'avais pu accomplir en tant que président, même si je n'avais pu mener à bien tout ce que j'avais espéré, le pays était à présent en meilleure voie que lorsque j'avais pris mes fonctions. Pendant un mois, Michel et moi avons fait la grasse matinée, dîné en prenant notre temps, effectué de longues promenades, nagé dans l'océan, fait le bilan, ravivé notre complicité, redécouvert notre amour et envisagé un deuxième acte moins tumultueux, mais espérions-nous, pas moins épanouissant. Et quand j'étais prêt à me remettre au travail, à m'asseoir à ma table avec un stylo et un carnet, j'aime encore écrire à la main, je trouve que l'ordinateur confère, même à mes premiers brouillons, un lustre trop brillant et par les idées inabouties d'une netteté factice. J'avais en tête les grandes lignes du livre. Je souhaitais d'abord et avant tout rendre compte avec honnêteté des années de ma présidence. Pas seulement évoquer les événements historiques qui avaient jalonné mes 2 mandats et les personnalités importantes que j'avais côtoyées, mais également raconter certains vents contraires, politiques, économiques et culturels qui avaient défini les défis à relever par mon gouvernement et les choix que moi-même et mon équipe avions faits en conséquence. Je voulais autant que possible offrir aux lecteurs une idée de ce que c'est qu'être président des États-Unis. Je voulais lever un point du voile et rappeler aux gens que, au-delà du pouvoir et du faste, il ne s'agit que d'un travail, que notre gouvernement fédéral n'est qu'une entreprise humaine, comme n'importe quelle autre, et que les hommes et les femmes employés à la Maison-Blanche connaissent le même mélange quotidien de satisfaction, de déception, de tension au bureau, de bourde
et même triomphe que le reste de leurs concitoyens. Je voulais en définitive raconter une histoire plus personnelle, susceptible d'inspirer les jeunes gens envisageant une carrière dans la fonction publique. Comment mon parcours politique avait réellement démarré alors que je cherchais une place qui me conviendrait, un moyen d'expliquer les différentes branches enchevêtrées de mon héritage, et comment ce fut seulement en arrimant mon chariot à quelque chose de plus ample que moi, que j'avais finalement été en mesure de me trouver une communauté et un but dans la vie. J'imaginais pouvoir faire cela en 500 pages environ. Je pensais pouvoir y arriver en un an. On peut affirmer que le processus d'écrire ne s'était pas tout à fait déroulé comme je l'avais prévu. Malgré mes meilleures intentions, le livre n'a cessé de croître en longueur et en ambition. Ce qui explique pourquoi j'ai finalement décidé de le scinder en 2 volumes. Je ne doute hélas pas qu'un écrivain plus talentueux aurait su raconter la même histoire avec davantage de concision. Après tout, mon bureau privé, lorsque j'étais à la Maison-Blanche, jouxtait la chambre Lincoln, où se trouvait un exemplaire sous verre de 272 mots du discours de Gettysburg. Mais chaque fois que je m'installais pour écrire, que ce soit pour raconter les premières phases de ma campagne, la gestion de la crise financière par le gouvernement, les négociations avec les Russes sur la réduction des armements nucléaires ou les forces qui ont abouti au printemps arabe, je constatais mes réticences à produire un simple récit linéaire. Souvent, je me suis senti obligé de fournir des éléments de contexte aux décisions que moi et d'autres avions prises, et je ne souhaitais pas reléguer cet arrière-plan en notes de bas de page, en fin d'ouvrage. Je déteste les notes de bas de page et de fin d'ouvrage. Je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours en mesure d'expliquer mes choix en citant des masses de données économiques ou en me remémorant de manière exhaustive un briefing au bureau ovale, car ils avaient été façonnés par une discussion avec un inconnu pendant la campagne électorale, une visite dans un hôpital militaire ou une leçon apprise de ma mère quand j'étais petit. À maintes reprises, ma mémoire exhumait des détails en apparence anecdotiques, tâchait de trouver un endroit discret pour fumer une clope le soir, un fou rire en jouant aux cartes avec mon staff à bord d'Air Force One, qui en disait plus long que les archives officielles sur mes 8 ans passés à la Maison-Blanche. Au-delà de la difficulté à coucher les mots sur la page, je n'avais pas anticipé la tournure que prendraient les événements au cours des 3 ans et demi après ces derniers vols sur Air Force One. Au moment où j'écris ces livres, le pays est confronté à une pandémie mondiale et à la crise économique qui s'ensuit. Plus de 178 000 Américains ont déjà péri. Nombre d'entreprises ont dû mettre la clé sous la porte et des millions d'Américains sont au chômage. Dans tous les pays, des personnes de tous horizons ont envahi les rues pour dénoncer les actes de policiers ayant entraîné la mort de femmes et d'hommes noirs qui n'étaient pas armés. Le plus troublant est que notre démocratie semble vaciller, être à la lisière d'une crise qui s'enracine dans la lutte entre 2 visions fondamentalement opposées de ce que devait être l'Amérique. Une crise qui laisse le corps politique divisé, furieux et méfiant, et a permis une violation des normes institutionnelles, des garde-fous réglementaires
et une rupture de l'adhésion à la réalité factuelle que républicains et démocrates considéraient jadis comme allant de soi. Cette lutte n'est pas nouvelle, bien sûr. À bien des égards, elle est constitutive de l'expérience américaine. Elle est inscrite dans les documents fondateurs qui, tout en proclamant l'égalité de tous les hommes, pouvaient considérer qu'un esclave ne comptait que pour 3/5 d'un homme libre. Elle trouve son expression dans les premiers verdicts de nos tribunaux, comme lorsque le président de la Cour suprême explique sans embâche à des Amérindiens que le droit de leur tribu à transmettre des terres ne sont pas applicables, car les tribunaux du conquérant ne sont pas habitués, ne sont pas habilités à reconnaître les revendications légitimes des vaincus. C'est une lutte qui fut livrée sur le champ de bataille à Gettysburg et à Appomattox, mais aussi dans les enceintes du Congrès, sur un pont à Selma, dans les vignobles de Californie et les rues de New York. Une lutte à laquelle se sont livrés des soldats, mais plus souvent des militants syndicaux, des partisans du droit de vote pour les femmes, des porteurs Pullman, des leaders étudiants, des vagues d'immigrants, des activistes LGBTQ, seulement armés des pancartes, des tracts et d'une bonne paire de chaussures de marche. Au cœur de cette bataille qui dure depuis si longtemps, se pose une simple question. Nous soucions-nous de faire coïncider la réalité de l'Amérique avec ses idéaux? Si tel est le cas, croyons-nous vraiment que nos principes, autodétermination et liberté individuelle, égalité des chances et égalité devant la loi, s'appliquent à tous, s'appliquent à tout un chacun? Ou bien tenons-nous en pratique, si ce n'est en théorie, à réserver ces grandes idées à quelques privilégiés? Je sais que certains croient qu'il est temps de tirer un trait sur le mythe qu'un examen du passé des États-Unis, voire un bref coup d'œil aux gros titres des journaux, montre que la conquête et l'assujettissement, tout comme un système de caste raciale, est un capitalisme rapace, ont toujours primé sur les idéaux de cette nation, et que prétendre le contraire, c'est se rendre complice d'un jeu truqué dès le départ. Et je dois avouer que par moments, au cours de l'écriture de ce livre, alors que je réfléchissais à ma présidence et à tout ce qui s'est passé depuis, je me suis demandé si je n'étais pas trop mesuré lorsqu'il s'agissait de dire la vérité telle que je la voyais, trop prudent à la fois en parole et en acte, tant j'étais convaincu qu'on appelait à ce que Nicole nomme la part d'ange en nous, augmenter mes chances de nous conduire vers l'Amérique qu'on nous avait promise. Je l'ignore. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que je ne suis pas prêt à renoncer à la possibilité de l'Amérique, pas seulement au nom de générations futures d'Américains, mais pour l'humanité dans son ensemble. Car je suis persuadé que la pandémie que nous traversons actuellement est à la fois une manifestation et une simple interruption de la marche inexorable vers un monde interconnecté, un monde où les peuples et les cultures ne pourront s'empêcher de s'entrechoquer. Dans ce monde-là, un monde de chaînes logistiques mondiales, de transferts instantanés de capitaux, des réseaux sociaux, de changements climatiques, des filières terroristes et transnationales et de complexités toujours croissantes, nous apprendrons à vivre ensemble, à coopérer et à reconnaître la dignité des autres,
faute de quoi nous périrons. Le monde observe donc l'Amérique, la seule grande puissance de l'histoire à être constituée des personnes venues de 4 coins de la planète, comprenant toutes les races, religions et pratiques culturelles, pour voir si notre expérience en matière de démocratie peut fonctionner, pour voir si nous pouvons faire ce qu'aucune autre nation n'a jamais fait, pour voir si nous pouvons nous hisser à la hauteur de nos convictions. Le jury n'a pas encore rendu son verdict. Quand ce premier volume sera publié, une élection aura eu lieu aux États-Unis, et si je crois les enjeux éminemment importants, je sais aussi qu'une élection ne réglera pas le problème. Si j'ai encore bon espoir, c'est que j'ai appris à faire confiance à mes concitoyens, notamment ceux de la nouvelle génération, qui tiennent l'égalité de tous les êtres humains pour une évidence et insistent pour que les principes que leurs parents et leurs professeurs leur ont enseignés deviennent réalité, sans peut-être y croire toujours eux-mêmes. Ce livre est avant tout pour ces jeunes gens une invitation à refaire le monde une nouvelle fois et à faire advenir par le travail, la détermination et une bonne dose d'imagination une Amérique qui se mettra enfin au diapason de tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Août 2020. Première partie, le Paris. Chapitre 1. De tous les lieux emblématiques qui constituent le domaine et le bâtiment de la Maison Blanche, tous les bureaux, tous les salons, c'était la colonnade ouest que je préférais. Pendant 8 ans, cette passerelle a encadré les journées, un trajet d'1 minute à pied, à l'air libre, de la résidence au bureau à le retour. C'est là, chaque matin, que me saisissait la première gifle du vent, glacial en hiver, ou la première bouffée d'air chaud en été, là que je rassemblais mes pensées, passais en revue les divers rendez-vous qui m'attendaient, affûter les arguments que j'allais devoir déployer face au scepticisme d'un élu du Congrès ou à l'impatience d'un électeur. Là que je me préparais à affronter tel choix décisif un jour, telle crise lancinante le lendemain. À l'origine, le bureau de l'exécutif et les quartiers privés de la famille présidentielle étaient réunis sous le même toit. Et la colonnade ouest n'était guère plus qu'une petite allée menant aux écuries. Mais quand Teddy Roosevelt s'installa à la Maison Blanche, il jugea qu'un seul bâtiment ne suffisait pas pour accueillir un staff moderne, 6 enfants turbulents et n'est pas devenir fou. Il fit donc construire ce qui deviendrait l'aile ouest et le bureau ovale, et peu à peu, au fil des décennies et des présidences successives, la colonnade telle que nous la connaissons aujourd'hui prit forme. Une parenthèse ouverte sur la roseraie au nord et à l'ouest, la façade massive côté nord, sobre et sans fioriture, à l'exception des hautes fenêtres en demi-lune, les majestueuses colonnes blanches côté ouest, telle une garde d'honneur balisant le chemin. En règle générale, je marche d'un pas assez lent, une démarche hawaïenne, comme dit Michel, non sans une pointe d'agacement parfois. Mais quand je traversais la colonnade, j'adoptais une allure différente, conscient des moments historiques qui s'étaient joués ici, dans ce lieu qui avait vu défiler tant de mes prédécesseurs. Ma foulée s'allongeait, devenait plus nerveuse. Le bruit de mes pas sur la dalle talonnée de près en écho par celui des agents du Secret Service, à quelques mètres de distance. Quand j'atteignais la rampe à l'extrémité de la colonnade, aménagée du temps de Franklin Roosevelt, pour son fauteuil roulant, je l'imagine, sourire aux lèvres,
menton levé, fume-cigarette coincée entre les dents, en train d'échiner à grimper la pente. Je saluai d'un geste de la main la garde en uniforme, postée dans l'embrasure de la porte-fenêtre vitrée. Il arrivait qu'ils doivent barrer les chemins à un groupe de visiteurs ébahis de me voir. Si j'avais le temps, j'allais leur serrer la main, leur demander d'où ils venaient. Mais en général, je tournais tout de suite à gauche et longeais le mur extérieur de la salle du conseil pour me faufiler dans le bureau ovale par la porte latérale. Je saluais alors mon staff, j'attrapais ma feuille de route de la journée et une tasse de thé et je me mettais au travail. Plusieurs fois par semaine, en sortant sur la colonnade, j'apercevais les jardiniers, tous employés par le service des parcs nationaux, à l'œuvre dans la roseraie. C'étaient des hommes pour la plupart assez âgés, vêtus d'un uniforme vert kaki, assortis parfois d'un chapeau mou quand le soleil cognait ou d'un manteau épais quand il faisait froid. Si j'avais quelques minutes devant moi, je m'arrêtais un moment pour les complimenter à propos des parterres qu'ils venaient de planter ou leur demander si la tempête de la nuit précédente n'avait pas provoqué trop de dégâts, et ils me parlaient de leur travail avec une fierté discrète. C'étaient des hommes plutôt taiseux. Même entre eux, ils communiquaient souvent par un simple geste ou un hochement de tête. Chacun restait concentré sur sa tâche, mais évoluait en un ballet gracieux et parfaitement synchronisé. L'un des plus anciens était Ed Thomas, un grand noir élancé, aux joues creusées, qui travaillait à la Maison Blanche depuis 40 ans. La première fois que nous nous sommes croisés, il a sorti un chiffon de la poche arrière de son pantalon pour essuyer ses paumes pleines de terre avant de serrer la main que je lui tendais et qu'il a engloutie dans la sienne, striée de veines épaisses et noueuses comme les racines d'un arbre. Je lui ai demandé combien de temps encore il pensait rester à la Maison Blanche avant de prendre sa retraite. Je ne sais pas, Monsieur le Président, m'a-t-il répondu. J'aime beaucoup mon travail. Bon, même si les articulations commencent à fatiguer un peu, mais je me dis que je pourrais encore rester tant que vous êtes là, pour être sûr que les jardins soient bien entretenus. Oh, ça, il était. Les magnolas ombragés qui dressaient majestueusement à chaque coin, les haies denses et d'un vert luxuriant, les pommiers sauvages élagués avec un soin minutieux. Et les fleurs, cultivées en serre à quelques kilomètres de là, qui nimbaient en permanence ce jardin d'une myriade de couleurs éclatantes, des rouges, des jaunes, des roses, des violets. Au printemps, c'était une profusion de tulipes serrées, les unes contre les autres, tournées vers le soleil. En été, des héliotropes couleur lavande, des géraniums de lit. À l'automne, des chrysanthèmes, des marguerites et des fleurs des champs. Et toujours des roses, rouges pour la plupart, mais parfois aussi des jaunes ou des blanches, fraîchement écloses et toutes plus resplendissantes les unes que les autres. Chaque fois que je traversais la colonnade ou que je regardais par la fenêtre du bureau ovale, j'apercevais ces hommes et ces femmes à l'ouvrage dehors. Ils me faisaient penser à la petite toile de Norman Rockwell que j'avais accrochée dans le bureau, à côté du portrait de George Washington et au-dessus du buste de Martin Luther King. 5 minuscules silhouettes aux couleurs de peau diverses, des ouvriers en bleu travail, suspendus par des cordes dans l'azur limpide du ciel pour polir la torche de la statue de la liberté. Les personnages de ce tableau, les jardiniers de la roseraie, ces hommes étaient des gardiens, me disais-je, les prêtres silencieux d'un ordre solennel et bienveillant. Et je songeais que j'avais le devoir
de mettre autant de cœur et de soin dans mon travail qu'ils en mettaient dans le leur. Au fil du temps, mes va-et-vient sur la colonnade allaient se charger de souvenirs. Il y avait les grands événements officiels, bien sûr, les allocutions devant la horde des caméras, les conférences de presse avec les dirigeants étrangers. Mais d'autres moments aussi, dont les témoins étaient moins nombreux. Malia et Sacha qui faisaient la course pour venir m'embrasser dans mon bureau à l'improviste. Un après-midi où nos chiens, Beau et Benny, Beau et Sonny, qui bondissaient dans la neige, s'y enfonçant si profondément qu'ils en ressortaient les museaux tout blancs. Quelques passes de football par une belle journée de l'automne, quelques instants à réconforter un collaborateur aux prises avec des difficultés personnelles. Ce genre d'image me traversait souvent l'esprit, interrompant mes ruminations du moment. Elle me rappelait combien le temps passe et m'inspirait parfois une sorte de nostalgie et le désir de revenir en arrière et de tout recommencer. Mais pas le matin, quand je rejoignais mon bureau, car à ce moment-là, la flèche du temps ne filait que dans une seule direction. Les obligations du jour m'appelaient, je devais me concentrer uniquement sur l'avenir. Le soir, c'était différent. Au moment de regagner la résidence, ma serviette remplie à craquer de dossiers, je me forçais de ralentir le pas, voire de m'arrêter. Je prenais le temps de respirer les parfums de terre, d'herbe et de pollen qui flottaient dans l'air et d'écouter le souffle du vent ou les crépitements de la pluie. Parfois, j'observais les jeux de lumière sur les colonnes et je regardais l'édifice majestueux de la Maison Blanche, le drapeau qui brillait au sommet du toit sous le feu des éclairages, ou bien encore je me tournais vers le Washington Monument, dont l'obélisque transperçait la nuit noire dans le lointain et au-dessus duquel j'apercevais de temps à autre la lune et les étoiles, ou les lumières clignotantes d'un avion qui fondait au ciel. Dans ce moment-là, je songeais avec étonnement au chemin parcouru, au chemin étrange et à l'idée qui m'avait mené jusqu'ici. Soyez au bien. Je ne viens pas d'une famille politisée. Mes grands-parents maternels étaient originaires du Midwest, de souche irlando-écossaise, pour l'essentiel. On pourrait dire qu'ils étaient de gauche, surtout à l'aune des sensibilités de l'époque dans les petites villes du Kansas, où ils avaient vu le jour pendant la Grande Dépression, et ils mettaient un point d'honneur à se tenir régulièrement au courant de l'actualité. Ça fait partie des devoirs de tout bon citoyen informé, me disait ma grand-mère, que tout le monde appelait toute, diminutif de toutou, ou mamie en hawaïen. Et en me jetant un coup d'œil par-dessus son exemplaire matinal du Honolulu Advertiser. Mon grand-père et elle ne se réclamaient d'aucune tendance idéologique ou partisane à proprement parler, au-delà de ce qui relevait à leurs yeux du bon sens le plus élémentaire. Ils se préoccupaient essentiellement de leur travail. Ma grand-mère était vice-présidente des comptes en dépôt fiduciaire dans une banque locale, mon grand-père représentant en assurance vie, des factures à payer et de quelques distractions que la vie était susceptible d'offrir. Il faut dire aussi qu'il vivait sur l'île d'Oahu, où rien ne semblait jamais d'une urgence capitale. Après avoir vécu plusieurs années dans des endroits aussi divers que l'Oklahoma, le Texas et l'État de Washington, ils avaient fini par s'installer à Hawaï en 1960, un an après que l'archipel eut accédé au statut d'État. Un vaste océan les séparait désormais,
des émeutes, des manifestations et autres turbulences de l'époque. La seule question de nature politique, dont je me souviens de les avoir entendus discuter durant mon enfance, avait à voir avec un bar de plage. Le maire de Honolulu avait fait démolir la buvette préférée des Grumps pour rénover le front de mer à la pointe de Waikiki. Grump ne lui a jamais pardonné. Ma mère, en revanche, Anne Dunham, avait des opinions bien arrêtées et elle en avait beaucoup. Enfant unique, elle s'était rebellée contre les conventions au lycée, lisant les poètes béats et les existentialistes français, partant en virée à San Francisco avec une amie pendant plusieurs jours, sans prévenir personne. Quand j'étais petit, elle me parlait des marches pour les droits civiques et m'expliquait pourquoi la guerre du Vietnam était un désastre dans lequel le pays s'était fourvoyé. Et elle me parlait du mouvement pour l'émancipation des femmes, l'égalité des salaires, très bien, mais de là à ne plus se raser les jambes, elle était déjà moins convaincue, et de la guerre contre la pauvreté, initiée par le président Johnson. Quand nous sommes partis vivre en Indonésie, avec mon beau-père, elle a pris soin de m'instruire sur les péchés de la corruption gouvernementale. C'est du vol pur et simple, Marie, même si tout le monde semblait s'y livrer. Plus tard, l'été de mes 12 ans, alors que nous passions nos vacances en famille, à traverser les États-Unis pendant un mois, elle a tenu à ce que nous regardions tous les soirs, les auditions sénatoriales du Watergate, qu'elle a agrémentées de ses propres commentaires sans discontinuer. À quoi tu veux t'attendre de la part de Marc Cartiste? Du reste, elle ne s'intéressait pas aux beaux titres de l'actualité. Un jour, ayant appris que je faisais partie d'une petite bande qui m'amenait un gamin à l'école, elle m'a fait asseoir devant elle. Les lèvres pincées, l'air consterné. Tu sais, Barry, m'a-t-elle dit, c'est le surnom que me donnaient mes grands-parents. Et elle, quand j'étais petite, souvent agrégée en bar, mais prononçait Bill. Il y a des gens dans la vie qui ne pensent qu'à eux. Ils se fichent de ce qui arrive aux autres, du moment qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils rabaissent les autres pour se sentir importants. Et puis il y a des gens qui font l'inverse, qui sont capables de se mettre à la place des autres et qui veillent à ne jamais se comporter d'une façon qui pourrait leur faire du mal. Alors, a-t-elle conclu en me regardant droit dans les yeux, quel genre de personne veux-tu être? J'étais mortifiée. Sa question m'a travaillé pendant longtemps et c'est précisément son but. Pour ma mère, le monde offrait sans cesse des occasions de parfaire son instruction morale. Mais jamais, à ma connaissance, elle ne s'est impliquée dans une campagne politique. Comme mes grands-parents, les professions de foi, les doctrines et les grandes déclarations ne lui inspiraient que de la méfiance. Et elle préférait exprimer ses valeurs dans un cadre modeste. Le monde est compliqué et pire. C'est pour ça qu'il est intéressant. Affligée par la guerre en Asie du Sud-Est, elle finira par passer la majeure partie de son existence là-bas, s'imprégnant de la langue et de la culture, montant des projets de microfinance pour le plus défavorisé, longtemps avant que la tendance du microcrédit ne s'impose dans les politiques de développement international. Horrifiée par le racisme, elle épouserait non pas une, mais deux fois un homme d'une origine ethnique différente de la sienne et prodiguerait toute sa vie une affection sans borne à des enfants métis. Révoltée par le carcan dans lequel la société enfermait les femmes, elle divorça de ses deux maris dès lors qu'ils tentèrent de lui imposer leur autorité ou qu'ils déçurent ses attentes, décida de bâtir seule la carrière professionnelle de son choix,
d'élever ses enfants selon ses propres principes éducationnels, bref, d'agir comme bon lui semblait, sans rien demander à personne. Dans le monde tel que le concevait ma mère, le privé et politique n'était pas un vain mot, même si elle n'était pas du genre à brandir ce type de slogan. Ce qui ne veut pas dire qu'elle manquait d'ambition pour son fils. En dépit de leurs difficultés financières, mes grands-parents et elle m'envoyèrent à Punaou, la meilleure école privée de Hawaï. L'idée que je ne fasse pas d'études supérieures n'était même pas envisageable. Mais personne dans ma famille n'aurait jamais imaginé que je sois élu un jour à des fonctions officielles. Si l'on avait interrogé ma mère à ce sujet, elle aurait pu concevoir à la rigueur que je finisse à la tête d'une grande institution philanthropique, comme la Fondation Ford. Mes grands-parents, eux, auraient adoré me voir devenir juge ou ténor du barreau comme les héros de la série Perry Mason. Une langue bien pendue comme ça, autant que ça serve à quelque chose, disait Grant. Comme je ne connaissais pas mon père, son avis sur la question comptait peu. Je savais vaguement qu'il avait travaillé pour le gouvernement kényan pendant un temps et que quand j'avais 10 ans, il était venu du Kenya passer un mois avec nous à Honolulu. Ce fut la première et la dernière fois que je le vis. Par la suite, juste sporadiquement de ses nouvelles par les lettres qu'il m'écrivait sur ces fines feuilles prépliées de papier bleu de la poste aérienne qu'on pouvait adresser et cacheter sans les glisser dans une enveloppe. Ta mère m'a dit que tu envisageais de faire des études d'architecture, m'écrivait-il par exemple. Je trouve que c'est un métier qui a une vraie dimension pratique et qu'on peut exercer n'importe où dans le monde. Avec ça, je n'étais guère avancée. Quant à tous les autres, au-delà de la sphère familiale, eh bien, le visage que je leur montrerai pendant la majeure partie de mon adolescence n'était pas celui d'un grand homme d'État en herbe, mais plutôt celui d'un étudiant nonchalant, d'un joueur de basket à peu près aussi passionné que dépourvu du talent et d'un osseur impénitent, toujours prêt à faire la fête. Militer dans une association étudiante, intégrer les Eagle Scouts ou décrocher un stage au cabinet du député local, très peu pour moi. Durant toutes mes années de lycée, mes amis et moi n'avons plus guère discuté d'autre chose que de sport, des filles, de musique et de combines pour se mettre la tête à l'enfant. 3 d'entre eux, Bobby Tinko, Greg Horn et Mike Ramos, sont restés parmi mes amis les plus proches. Aujourd'hui encore, il peut nous arriver de pleurer de rire pendant des heures en évoquant certaines anecdotes de notre jeunesse dissolue. Quelques années plus tard, ils s'investiraient corps et âme dans mes campagnes avec une loyauté dont je leur serai éternellement reconnaissant, s'évertuant à défendre mon bilan avec autant de verve que n'importe quel chroniqueur de la chaîne d'information MSNBC. Mais à certains moments, au cours de mes 2 mandats présidentiels, quand ils me voyaient m'adresser à une foule immense, par exemple, pour passer en revue de jeunes marines au garde à vous, sur une base militaire, je lisais aussi sur leur visage une certaine stupéfaction, comme s'ils avaient du mal à croire que cet homme grisonnant en costume cravate était bien le même que l'ado mal dégrossi qu'ils avaient connu autrefois. Lui, mais comment un truc pareil a-t-il pu arriver, devait-il se dire. Et si mes amis avaient eu l'idée un jour de me poser directement la question, je ne suis pas certain que j'aurais su quoi leur dire. Voilà mes amis, j'ai lu pour vous aujourd'hui. Nous avons partagé ensemble l'introduction et une partie de ce chapitre, parce que dans ce bouquin, il n'y a pas des chapitres, ce sont des parties, vraiment une partie. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est fini, pour Terre Promise aujourd'hui, donc je dois vaquer autrement à mes occupations. Merci, et on va lire encore demain pour
avoir encore continué cette belle lecture ensemble et découvrir un peu cette terre promise de Barack Obama. Vaquez vraiment maintenant à vos occupations. Moi aussi, je vais vaquer à mes occupations. Je suis chez moi, je suis en train de travailler. Donc maintenant, il faudra que ta cuisine, je dois les préparer. Je suis à la maison. Merci et on se voit vraiment demain, pieds nus, très à l'aise chez moi. Donc on se reverra demain pendant au moins 30 à 35 ou 40 minutes pour encore continuer cette belle lecture et que nous allons partager ensemble. Cheese et à plus.